Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes encore très nombreux, c'est un vrai plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui, sachant qu'en plus c'est un requiem parce que c'est vraisemblablement la dernière fois que je vais jouer ce slot, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'analyse transactionnelle à l'échelle. Ne partez pas, ça va très bien se passer, vous allez tout comprendre, je vous le promets, sinon vous pouvez venir me frapper à la fin de la conf. Pour pouvoir me retrouver, pour me frapper, je m'appelle Anne-Sophie Giraud, je suis coach agile chez Xebia. La première question qu'on peut se poser, peut-être vous vous posez cette question, c'est pourquoi est-ce que cette fille elle a envie de parler de ce sujet qui est quand même assez atypique à une conférence, la première que j'ai jouée c'était à Agile France, mais de surcroît à Xebicon. Alors moi je suis coach agile et parmi les valeurs de l'agilité, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur et qui dit « les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils ». Alors l'analyse transactionnelle, finalement, c'est un mot un petit peu barbare, mais quand on parle de transaction, on parle de communication. Donc c'est l'analyse de la communication entre les gens. Donc vous voyez que ça matche plutôt bien. Et dans Modern Agile, on dit « make people awesome ». Et comment faire en sorte que les gens soient awesome quand on est face à des dysfonctionnements, face à des jeux psychologiques, face à des choses pas très agréables en termes de communication. Tous ces sujets-là m'intéressent et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous en parler aujourd'hui et j'espère qu'ils vont vous enthousiasmer autant que moi. Alors, comment ça va se passer? Je vous propose un plan en 4 parties. On va commencer par une reprise ou pour une découverte des notions essentielles en analyse transactionnelle, parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec l'analyse transactionnelle. Du coup, c'est un petit prérequis pour pouvoir comprendre la suite. La suite étant la structuration du temps en analyse transactionnelle. Ça, vous l'avez vu dans le titre sur votre petit livret. La structuration du temps, ça n'a rien à voir avec votre agenda Outlook. C'est vraiment des mécanismes psychologiques à l'œuvre qui se jouent dans les cerveaux de chacun d'entre nous. Et cette structuration du temps va nous permettre d'enchaîner sur la dynamique de groupe, puisque ce qui se passe dans nos cerveaux va influer sur comment un groupe se structure, comment ça se passe quand on intègre un groupe, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, quand ça se passe bien. Et enfin, 4e partie, quand ça se passe un petit peu moins bien, comment repérer les dysfonctionnements, comment repérer ce moment où éventuellement, l'engrenage est en train de dysfonctionner et petite graine dans l'engrenage. Alors, on commence tout de suite avec la première partie. J'ai considéré qu'en termes de niveau de courage, on était sur du 6 sur 5. Il va falloir vous accrocher un petit peu parce que c'est de l'analyse transactionnelle. Je vous promets, vous allez tout comprendre. Ouverture d'esprit, pareil, on est sur du 6 sur 5. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a pris ce matin, la fille, quand même, on est très très perché. Mais rassurez-vous, temps estimé 10 minutes, ceci est totalement faux. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai hacké cette conférence, j'ai dit que ce serait 45 minutes, en vérité, ce sera 1 heure. Fermez les portes. Ceux qui souhaitent partir, vous le pouvez. J'espère que vous aurez envie de rester. Il n'y a rien après, si ce n'est se nourrir. Je sais, c'est important, mais on peut prendre un petit quart d'heure de plus. Donc, pour les questions-réponses, à l'issue de cette heure, si vous le souhaitez, moi, je peux survivre sans manger ce midi. Je suis à votre dispo si vous avez envie qu'on échange autour de ces sujets. On y va, parce que sinon on va aller jusqu'au dîner avec mes histoires. Alors, l'analyse transactionnelle, c'est quoi? D'abord, c'est ce monsieur, donc ce gars qui s'appelle Eric Berne et pas Stéphane, parce qu'on me fait tout le temps cette blague, donc je voulais la faire pour terminer en beauté ce slot. Eric Berne, il était psychiatre et il aurait beaucoup aimé être psychanalyste. Mais malheureusement, il s'est fait baser par l'école de psychanalyse. Et donc, suivant l'adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », il s'est dit « eh bien, il n'y a pas de problème, je vais monter mon propre délire, je vais monter mon propre courant, et ce courant s'appellera l'analyse transactionnelle ». C'est basé autour d'un concept qui s'appelle les états du moi. Les états du moi, pour vous le visualiser plus simplement, dites-vous que c'est une partie de votre personnalité, une posture, un trait de caractère, des choses qui sont à l'œuvre chez vous. Et en analyse transactionnelle, on considère qu'il y a en gros 3 postures, 3 façons de se positionner face aux autres dans le monde. Une posture plutôt parent, une posture adulte et une posture enfant. C'est ce qu'on appelle le PAE. Vous voyez, jusque-là, c'est plutôt simple. C'est ce que vous avez trouvé dans la plupart des bouquins qui vulgarisent un petit peu l'analyse transactionnelle. On parle du coup de diagramme de premier ordre. Ça, quand on parle de ça, on parle de structure, c'est-à-dire que c'est à l'œuvre en vous, mais c'est ce qui vous constitue. Donc on parle de diagramme structural. Et quand on dit vous, c'est vous, certes, mais vous n'êtes pas ex nihilo, c'est-à-dire que c'est un héritage aussi de ce que vos parents, vos figures d'autorité, vous ont enseigné et qu'elles-mêmes, elles tenaient des figures d'autorité qu'elles avaient eues. Donc en fait, vous êtes porteur, sans le savoir et parfois en le sachant, de tout un historique, de tout un héritage qui fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir plus tendance à vous positionner plutôt sur du parent, de l'adulte ou de l'enfant. Et on y reviendra. Ça, c'est le côté structurel.
Seulement, quand on parle d'analyse transactionnelle, on parle de quelque chose de dynamique. La communication, c'est dynamique. Et en effet, donc on a un second diagramme qui dit, ce diagramme fonctionnel, comment est-ce que ces postures, elles s'actionnent pour qu'à un moment, nous puissions rentrer en interaction les uns avec les autres. Alors globalement, ça se passe plutôt comme ça, c'est-à-dire que vos trois figures d'autorité, enfin vos trois figures, là, parents, adultes, enfants, vous allez avoir en vous une tendance, donc dans le parent, ça va être divisé en deux parties. Vous avez en vous une partie du parent qui va être plutôt de l'ordre du parent normatif. Le parent normatif, c'est la part en vous qui va avoir tendance à fixer un cadre qui peut être extrêmement protecteur, hein, comme un cadre qui peut être un petit peu plus, entre guillemets, castrateur. Ceux qui ont des enfants le savent, être parent, c'est aussi savoir fixer des règles. Quand on va un peu trop loin dans un cadre trop rigide, ça peut devenir castrateur. Donc là, on est vraiment sur la partie du parent normatif, celui qui dit le bien, le mal, c'est noir, c'est blanc. Vous voyez un petit peu l'idée. De l'autre côté, on a le parent nourricier. Donc le parent nourricier, c'est le parent qui prend soin, c'est la partie en vous qui a envie de prendre soin de l'autre, qui a envie de protéger encore davantage l'autre. Attention à cette posture, on se dit souvent, bah, ça c'est le parent cool. À force de trop vouloir protéger, là aussi, on peut parfois castrer son interlocuteur au sens intellectuel du terme. Pareil avec un enfant, non, non, attention, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. À un moment, il faut laisser l'enfant aussi faire des choses. C'est la même chose. L'adulte, la partie adulte en vous, et on y reviendra, on considère que c'est la partie en vous qui n'est pas subdivisée, tout simplement parce que c'est la partie en vous qui traite l'ici et le maintenant. C'est le côté un petit peu aiguilleur. À la différence du parent et de l'enfant, qui sont très fort rattachés aux souvenirs, à votre historique, à tout un tas d'inconscients chez vous, l'adulte, il est là pour traiter l'ici et le maintenant. On dit de manière un petit peu rapide que c'est celui qui n'a pas d'affect. On pourrait y passer des heures, mais pour aujourd'hui, je vous propose d'en rester à cette lecture. C'est la partie analytique de votre personnalité. Et enfin, l'enfant, qui lui aussi se subdivise en deux parties. Alors, on a la partie enfant libre, qui, pour faire simple aujourd'hui, on va considérer que c'est la partie en vous qui est dans la recherche du plaisir, extrêmement enthousiaste, et la partie en vous qui ne se soucie pas de la règle, dans la mesure où la règle, la norme, n'existe pas. C'est la partie en vous qui va faire abstraction de la règle. À la différence de la partie de l'enfant adapté, l'enfant adapté, c'est très bien, donc c'est la partie en vous qui reconnaît qu'il y a une règle, et vous avez deux possibilités face à cette règle. Soit vous décidez de vous rebeller par rapport à cette règle, soit vous décidez de vous soumettre par rapport à cette règle, par rapport à cette norme, qui s'applique aussi dans la vie en société, hein, par exemple. Mais à la différence de l'enfant libre, l'enfant rebelle sait qu'il y a une règle. Mais pour pouvoir être contre, il faut d'abord entériner le fait que cette règle existe, à la différence de l'enfant libre qui, lui, ne considère même pas que cette règle existe. Ça vous positionne le diagramme d'un point de vue fonctionnel. Et donc, ces états du moi, vous allez inconsciemment les activer pour entrer dans une communication, une interaction avec votre interlocuteur. Et c'est l'analyse transactionnelle. Alors globalement, il y a deux manières de faire. Ça, c'est la première, c'est ce qu'on appelle une transaction complémentaire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Lorraine. Donc on va vous montrer ce que c'est. Je vais vous expliquer rapidement comment on va se positionner. Inconsciemment, je vais actionner en moi pour vous donner une image assez concrète. Une transaction, c'est quoi? C'est qu'inconsciemment, vous allez en vous mobiliser une partie de soit le parent, soit l'adulte, soit l'enfant, et imaginez une cible avec des flèches. Donc vous avez un arc et vous avez des flèches, et vous allez viser la cible de votre interlocuteur. Je vais me positionner inconsciemment sur une posture, et je vais viser chez vous une posture, et j'attends que ce soit cette posture qui me réponde. Là, dans le cas présent, je vais me positionner inconsciemment en adulte, et je vais viser l'enfant chez mon interlocuteur. Et j'attends à ce que ce soit l'enfant qui me réponde. On va voir si c'est le cas. Je suis chef de projet, et aujourd'hui, Lorraine, pour la 3e fois de la semaine, est arrivée à 10h au lieu de 9h30. Ok, Lorraine, à un moment, c'est plus possible. Ça fait 3 fois que je te le dis, là, déjà, depuis le début de la semaine. Tu arrives à 10h, tout le reste de l'équipe arrive à 9h30. Donc, c'est quoi encore l'excuse? Non, mais en fait, c'est parce que tu sais, ce matin, c'était moi qui devais déposer Emilie à la crèche. Et, okay. Et du coup, après, je voulais te prévenir, mais sur mon. Enfin, je captais pas dans le RER. Il y avait. Ça captait pas, du coup, j'ai pas pu te ça prévenir. Captait pas, mais à un moment, tu peux pas m'envoyer un mail. Enfin, tu connais quand même. Il y a un moment, il y a des mails, tu préviens à l'avance. Ouais, je suis désolée, Anne-Sophie, je sais pas. Enfin, j'ai pas réussi à t'envoyer le message. Et puis, du coup, là, j'ai pas réussi. Quoi. Ouais, okay. C'est toujours la même chose avec toi, enfin, de toute manière. Ok, ça, on pourrait vous le faire jusqu'au dîner. C'est ce qu'on appelle une transaction complémentaire. Dans la transaction que nous venons d'opérer de manière un petit peu grossière, parce qu'en termes de cours Florent, on n'est pas encore tout à fait au point, mais on va bosser.
Donc, du coup, c'est une transaction complémentaire. Autrement dit, cette transaction aurait pu durer indéfiniment. J'aurais pu continuer à dire à Lorraine combien c'était vraiment inadmissible qu'elle arrive à 10 heures et puis itérer à l'envi sur toutes les choses que j'avais à lui reprocher et elle continuer sur cette posture où elle essaye tant bien que mal de se défendre face à mes assauts. C'est une transaction complémentaire qui peut durer indéfiniment. Pour autant, vous allez me dire, t'es bien mignonne, mais à un moment, on n'est pas tout le temps quand même dans ce... À un moment, ça s'arrête. En effet, ça s'arrête. Ça s'arrête quand la transaction croise. Si la transaction croise, ça veut dire que, à nouveau, je me positionne sur une posture, je vise chez mon interlocuteur toujours ma petite cible, en espérant que ce soit cette cible qui va me répondre, sauf que là, pas de bol, ce n'est pas forcément la cible que je visais qui va me répondre. Et on va voir ce qui se passe. Là, en l'occurrence, à nouveau, Acteur Studio, Lorraine va arriver à 10 heures, et elle est toujours sous mes ordres, et on va voir comment se passe la transaction. Bonjour Lorraine. Bonjour Anne-Sophie. Bon, alors déjà, avant que je sais que je suis en retard, je suis vraiment navrée. En réalité, je sais aussi que tu attends une présentation là pour 13 heures pour les slides du Copil. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur ma pause déjeuner, je vais finir les slides pour que tu les aies sur ton bureau à 13 heures et qu'on n'ait pas de problème pour le Copil tout à l'heure. En fait, tu te fous de ma gueule, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que grosso modo, systématiquement, tu arrives à 10 heures et tu penses qu'avec tes excuses bidons, ça va finir par passer. Comment ils font les autres ? Les autres, ils sont tous au même tarif, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tout le monde arrive à 9h30, c'est la règle. Oups. Oups. Et en effet, là, la transaction croise. Lorraine est très sympathique avec moi parce que dans la vraie vie, ce qui se passe de cas de figure, soit c'est oups, et en effet, le oups est bien trouvé, et c'est la fuite. Elle part de cette transaction et dit « Ok, mais toi, t'es vraiment une connasse, hein, je me tire. » Soit, eh ben, elle me clash en me disant « Toi, t'es une connasse et je vais aller au front. » Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Sauf que dans la vraie vie, nous sommes des adultes policés et donc ce type de transaction ne se passe pas de manière aussi obvious. Je vous propose donc de vous mimer ce qui se passe dans la vraie vie. Toujours avec Lorraine, mon acteur studio. Alors, qu'est-ce qu'on avait pris comme exemple? Parce que d'habitude, je fais l'histoire de l'homme qui rentre à la maison, mais nous, c'était pas cette histoire. Mais c'est pas grave, tu peux être la femme qui rentre à la maison et ouais, après tout, on est un couple moderne. Voilà. Donc, je suis une femme qui rentre à la maison et Lorraine est donc ma compagne. T'as porté la voiture au garage comme je t'en avais parlé ce matin? Non, parce qu'en fait, tu sais, j'ai eu ma mère au téléphone et puis on a eu des problèmes, donc j'ai pas pu le faire, mais je pourrais essayer de le faire demain si tu veux, comme ça, ça ira. Ok. Premier cas de figure. Salut Lorraine, t'as porté la voiture au garage comme on en a parlé ce matin? Non, là j'ai eu ma mère au téléphone aujourd'hui, on a eu des problèmes à régler dans la famille, du coup ce que je vais faire c'est que je le ferai demain. Voilà. Ok. Là vous avez eu deux cas de transaction. La première, positionnement d'adulte, extrêmement fort. Pourtant, les mots sont les mêmes. Si vous y avez prêté attention, dans le langage verbal, c'est exactement les mêmes mots que nous avons employés. Dans le premier cas de figure, je me suis positionnée en parent clairement dominant qui sous-entendait « je sais que tu es une bracasse et que tu n'as absolument pas porté la voiture au garage ». Et elle qui se justifie en posture d'enfant, donc on y reviendra plus tard au moment des jeux psychologiques de victime, et qui finalement valide ce que je suis en train de lui dire, à savoir, en effet, je suis insuffisante, je n'ai pas porté la voiture au garage. Dans le second cas de figure qu'on vous a mimé, c'était pourtant une relation d'adulte à adulte. On vous l'a montré de manière très, encore une fois, grossière, mais dans la vraie vie, ce que vous allez observer, c'est rarement dans le verbal que vous allez pouvoir décrypter qu'on est face à une relation, souvent une transaction, où on n'est plus sur de la transaction d'adulte à adulte, mais plutôt sur un positionnement de parent-enfant, ou de deux parents ensemble, ou de deux enfants ensemble. C'est beaucoup par le non-verbal, par les attitudes, par les postures, que vous allez pouvoir vous dire « Tiens, là, c'est étrange, mais je sens quelque chose. Je sens que la relation est en train de se déséquilibrer. » On le sent, il y a un sentiment de confusion, et on y reviendra au moment de parler des jeux psychologiques. C'est ça, l'analyse transactionnelle. Alors, vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'on se fait ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'à longueur de journée, on se positionne sur des postures plutôt qu'une autre? C'est une bonne question. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, on parle de scénario en analyse transactionnelle, c'est-à-dire que très tôt, vers l'âge de 7 ans, on acquiert un certain nombre de convictions sur ce que doit être le monde, sur ce que doit être notre relation aux autres, sur l'interaction que les gens doivent avoir. Et ces convictions, on a une seule certitude en tête, c'est qu'on ne veut pas rentrer en dissonance cognitive et on veut être certain que tout au long de notre vie, elles seront toujours vraies, parce que sinon la tension psychologique est trop forte. Et tout au long de notre existence, c'est très joli ce petit mouvement de balancier, tout au long de notre existence, on va avoir à cœur de valider que les convictions qu'on s'est forgées extrêmement tôt, eh bien, elles sont justes.
Et c'est ce qu'on appelle le scénario. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens de ma génération qui avaient la chance d'avoir des albums Panini comme ça, où on collait des photos. Ouais, je vois des gens qui acquiescent, ça me fait plaisir, je me sens moins seule d'un coup, puis moins vieille aussi. Moi, j'étais très fan du WWF, donc j'étais dans un trip animalier. En fonction du scénario de vie que vous allez vouloir obtenir, il y a des scénarios gagnants, il y a des scénarios perdants. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'existence, vous allez avoir à cœur de, on appelle ça coller des timbres. Donc coller vos petites images qui vont valider vos croyances, vos certitudes, et faire en sorte que votre scénario de vie soit cohérent intellectuellement, que vous ne rentriez pas en dissonance. C'est pour ça qu'on peut avoir des scénarios de vie qui sont parfois des scénarios dramatiques. On se dit, mais pourquoi les gens se sabotent comme ça? Parce que ça correspond à l'image du monde et ce qu'ils ont dans la tête de ce qui doit être. C'est leur réalité, c'est très difficile d'en changer. Ça donne aussi des choses que vous allez pouvoir observer. Donc globalement, quand on se dit on a opté pour un scénario, vous allez reconnaître des postures, des comportements chez les gens qui vont vous donner une tendance sur le type de scénario que ces gens peuvent avoir. Alors le premier scénario, le moi étant représenté en bleu et les autres étant en gris, vous pouvez avoir certaines personnes qui se positionnent, donc en analyse transactionnelle, on dit globalement, pour la faire simple, moi, mon scénario, c'est de considérer que je suis OK ou pas OK, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de compétent, ou alors je suis le dernier des braquages, je suis insuffisante au possible. Et les autres, le monde est bon ou le monde ne l'est pas. Voilà, pour vous la faire simple. Dans le premier cas de figure, le scénario peut être, moi, je considère que je suis OK. Par contre, le monde autour de moi est totalement dysfonctionnel, les gens sont complètement nazes, je suis entourée de bracasses au boulot. Vraisemblablement, vous allez avoir une posture de quelqu'un qui est plutôt sur ce qu'on appelle un complexe de surpuissance, mais qui est dans une posture de surpuissance. Voilà quelque chose qui vous rend visible un scénario de vie. Et tout au long, et on y reviendra, de sa vie, il essaiera de valider que lui, il est OK, mais que le monde autour n'est pas OK. Vous avez aussi donc le petit animal qui pleure. Alors lui, c'est un peu autre chose. Lui, le monde est toujours tout pourri, mais lui aussi. Alors là, on est dans un trip plutôt d'impuissance. Le scénar, c'est plutôt un scénario qu'on appelle armatique, qui peut aller jusqu'à très très triste et en effet très très dramatique. On est dans l'impuissance. Donc c'est des gens, non mais c'est pas possible, ça peut aller jusqu'à la dépression cette histoire. On a à ce côté son petit voisin qui a guère l'air mieux. Rien n'est finalement bien ou mal, c'est simplement un choix, c'est des convictions, c'est des mécanismes intellectuels. Ce positionnement-là consiste à se dire moi, je ne fais pas le taf, c'est-à-dire que tous les autres sont au top, mais moi, je n'ai pas ce qu'il faut, quoi. Je suis insuffisante. Et d'ailleurs, c'est une posture d'insuffisance. Donc, en permanence, vous allez essayer de vous mettre dans des situations qui vont vous prouver à vous-même que oui, vous êtes insuffisant, mais que les autres, par contre, ils sont au top. Et puis enfin, la dernière posture que l'on souhaite, bien sûr, pour tout un chacun ici, c'est la posture qu'on appelle de bienveillance. Considérer que moi, je suis quelqu'un de bien, je suis OK dans ma vie, je fais bien mon travail du mieux que je peux, et que les autres autour aussi sont des gens bien, qui font du mieux qu'ils peuvent. Après, le mieux de chacun, c'est subjectif et c'est relatif, mais chacun fait de son mieux, et moi y compris. Ça, c'est la bienveillance. Et alors là où ça devient vraiment un vrai kiff, c'est que tout ce que je viens de vous expliquer d'un point de vue perso, ça marche au point de vue d'un groupe. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous raconter, vous le prenez pour un individu et vous le dupliquez à l'échelle, au niveau d'un groupe, un groupe pouvant être une petite équipe agile. Moi, je suis coach agile, alors dans mon métier, je le constate sur des équipes. Mais ça peut être aussi au niveau d'une orga. Et là, ça devient en effet très systémique, mais extrêmement intéressant. Alors, je vous ai pris un exemple. Qu'est-ce que serait le PAE, donc le parent, adulte, enfant, structural, le truc posé au niveau d'une entreprise? Typiquement, la culture d'une entreprise. Alors, le P, le parent d'une entreprise, c'est l'étiquette, c'est le protocole, c'est la bonne conduite qu'on doit avoir dans une entreprise. C'est la norme de l'entreprise. Ça, c'est le parent, c'est la culture, le côté parent de la culture d'une entreprise. Le A, dans une entreprise, c'est la techno. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boîte. Chez Xebia, on fait de l'IT, on fait de l'agilité. Il y a des boîtes qui sont dans la pharmacie, il y en a d'autres qui sont dans le juridique, whatever. C'est la techno. Et enfin, toute entreprise, dans sa culture, a aussi une partie d'elle qui est dans un positionnement d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments qui sont autorisés en fonction des secteurs, en fonction des entreprises qui ne le sont pas dans l'autre. Dans une agence de publicité, ce ne sont pas les mêmes sentiments qui sont autorisés que dans des hôpitaux. Et là où ça continue à être top, c'est que l'interaction, donc là c'était le diagramme structural, mais ça marche aussi au niveau fonctionnel. Donc les petites scénettes qu'on vous a montrées avec Lorraine, ce sont exactement les mêmes choses qui se jouent à plus au sein d'un groupe. Typiquement, dans une entreprise, si un corpus de managers adopte inconsciemment une posture extrêmement normative, se positionnant comme un parent très, entre guillemets, qu'on qualifie de dictateur,
Eh bien, vraisemblablement, inconsciemment, ce qu'ils visent, c'est l'enfant chez le corpus des salariés. Et les salariés, inconsciemment, pour pouvoir rentrer dans une transaction avec leur manager, ils vont adopter cette posture d'enfant. Alors certes, enfant rebelle, parce que on n'est pas content, et puis les patrons ils comprennent rien, mais vous vous positionnez en enfant quand vous faites ça. Et la transaction peut durer éternellement, jusqu'à temps que ça clash. Alors ça se retrouve les positions de vie, parce que le scénario existe aussi d'un point de vue groupe et d'un point de vue entreprise. On pourrait faire des heures sur ce sujet, mais ça existe aussi. Il y a des convictions qui se créent en groupe et donc il y a une histoire commune qui s'écrit et on veut valider que cette histoire, elle fait du sens. Et donc vous pouvez tout à fait avoir un exemple de direction, totalement tiré au hasard, qu'à fortuit, je n'ai jamais rencontré ce type de positionnement, mais une direction qui serait très dans le command and control, à considérer qu'on a tout donné aux mecs, ils ont Jenkins, ils ont tout, on a même acheté Elasticsearch, les mecs sont toujours pas foutus de mettre en prod, petit complexe peut-être de surpuissance. Vous avez un petit corpus de salariés là, qui peut considérer que de toute façon, les boss ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas nos problématiques, et puis nous, de toute façon, on n'arrive pas à mettre en prod, c'est la misère absolue, on va tous mourir. Impuissance. Vous avez peut-être une petite équipe là, qui souffre en silence, tous les autres, ils ont respecté le Go Live de juillet, sauf nous. Impuissance totale. Peut-être ça vous rappelle des choses, je vois des gens sourire dans la salle. Et bienveillance pour ceux qui, comme moi, dans la salle, sont facilitateurs, donc Scrum Master, coach, ADM chez Xebia, même métier. Tous ces gens-là devraient être dans une posture de bienveillance, c'est-à-dire qu'on va chez des clients en considérant que, ouais, on fait notre job du mieux qu'on peut, mais qu'en face de nous, on a des adultes qui vont aussi faire du mieux qu'ils peuvent, et qu'on n'est pas en train de coacher des gamins, ni non plus des pères fouettards. Nous allons accompagner des adultes qui sont tout à fait capables de pouvoir résoudre leurs problèmes eux-mêmes. On est juste là pour les accompagner. Vous savez quoi ? Donne pour la première partie. Je vous avais pas menti sur les 10 minutes, on est un petit peu large là. On enchaîne. Si vous êtes toujours dans cette salle, sachez qu'en termes de niveau de courage pour la deuxième partie, on passe à du 4 sur 5, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. En termes d'ouverture d'esprit, 3 sur 5, ça va vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. En temps estimé, c'est totalement faux, donc bon, vous pouvez le lire, mais c'est pas grave. On va faire de notre mieux. Alors, la structuration du temps. Comme je vous l'avais dit, ça n'a rien à voir avec l'agenda Outlook. Ça consiste en des mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre. C'est comment est-ce que je vais remplir ce vide abyssal du temps qui est à ma disposition. Globalement, l'être humain, il a 6 manières de structurer son temps, et encore plus d'ailleurs quand on est dans le milieu professionnel. Et on va les regarder ensemble, mais encore une fois, ce sont des mécanismes psychologiques. À chaque manière de structurer son temps, on parle de degrés en analyse transactionnelle, parce que plus je vais progresser dans les degrés, plus je vais potentiellement me mettre en risque, c'est-à-dire que je vais rentrer dans une interaction avec le plus en plus d'intimité, et donc potentiellement, je vais me prendre des petites claques. Premier niveau. Le premier niveau, Lorraine, tranquille, sur son téléphone. Oui, ben c'est très bien, parce que ça illustre quoi? Ça illustre le retrait, déjà, première chose. Donc le retrait, c'est quelqu'un, alors que vous êtes en train de tout donner sur votre conférence, qui est sur son téléphone, et que c'est votre collègue, voilà. Donc ça indique clairement, je ne souhaite pas rentrer en interaction avec toi. C'est exactement ça. Il y a une variante, pour ceux qui font de l'agilité ici, qui animent tous les matins le Daily Scrum. Allez les gars, alors on y va, Daily Scrum le matin. Ok, Lorraine, tu veux prendre la parole? Hier, j'étais sur le bug des marges. Aujourd'hui, du coup, je continue. Voilà, j'avais pas de blocage. Pas de problème, rien? D'accord. Donc en fait, l'enveloppe corporelle de Lorraine est avec moi. Mais j'ai que l'enveloppe corporelle. C'est-à-dire globalement, on parle de zombies, on n'est pas très loin du compte. Là, vous vous rendez bien compte, et ça vous fait rire, parce que peut-être vous avez vécu cette situation. La personne est dans le retrait. Donc le téléphone, c'est obvious. La personne est sur son ordinateur ou sur son portable. Vous voyez bien qu'elle ne veut pas rentrer en interaction avec vous. Pas d'analyse transactionnelle. Par contre, le cas là est un petit peu plus tricky, c'est-à-dire qu'elle joue le jeu, la fille. Elle me répond, mais en réalité, je vais faire ça, je vais machin. Elle n'est pas là. Soyez attentifs à ça, ça pourra vous donner des clés pour la suite. Premier degré, donc, de structuration du temps. Second degré. Hey, salut Lorraine! Attends, vas-y, on le recommence. Acteur studio. Hey, salut Lorraine! Salut Anne-Sophie! Voilà, donc ça, en fait, c'est un rituel, c'est-à-dire qu'on se dit bonjour, en fait. Mais maintenant, on va vous le faire en mode, parce qu'elle vous dit, bah ouais, toi, normal. Salut Lorraine! Ouh, le vent! Vous rigolez, mais n'empêche que si vous dites bonjour à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas, ça pique un peu. Ça pique,
Ne pas reconnaître l'identité de quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et pourtant, on n'en est qu'au 2e degré de structuration du temps. Vous allez voir, ça va piquer de plus en plus. Mais faites le cas un jour. Bon, peut-être pas avec quelqu'un qui vous entendez très bien, c'est peut-être pas un bon conseil que je vous donne. Mais si vous dites bonjour à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas, elle ne reconnaît pas votre identité, je peux vous dire que déjà, vous allez le sentir passer. Et vous allez peut-être même aller jusqu'à interpeller cette personne pour avoir, et on y reviendra, un signe de reconnaissance. Tout plutôt que rien. Même si on doit se prendre la tête, tu reconnaîtras mon existence. 3e degré de structuration du temps. On n'avait pas dit, mais Lorraine, il faut trop que je te parle. Truc de fou. Mon chat, hier, mais truc de dingue, il était sur son griffoir. Et alors là, trop mignon. Tu vois, j'ai dit à mon mari, oh, regarde, tu sais qu'on c'est la petite griffounette. C'est pas trop mignon. Si, oui. Ok, elle m'a complètement saboté mon truc, mais c'est pas grave, c'était du chit-chat, on l'avait pas répété, c'est vrai. En fait, ça, c'est quoi? C'est juste le 3e degré de structuration du temps, c'est la machine à café. C'est ce truc où vous passez quand même un petit peu de temps à parler de sujets qui n'ont rien à voir avec votre activité, l'activité professionnelle, mais qui font du bien. Il n'y a pas d'objectif précis, si ce n'est, et on y reviendra, de trouver vos futurs interlocuteurs pour aller plus loin dans les degrés de structuration du temps, et notamment trouver des joueurs, trouver des gens avec qui jouer. 4e degré de structuration du temps, ça y est, on y est, un objectif précis, faire un story mapping, construire un backlog, écrire des user stories pour les agilistes, coder, whatever. On se réunit ensemble, on a un objectif précis, on est là pour faire quelque chose. Ça, c'est un truc qu'on espère tous. On se dit, ben ouais, là, on fait un truc vraiment utile, ça n'a pas l'air en plus désagréable. On recherche une activité. C'est vraiment un retour sur investissement positif. Mais, vous vous doutez bien, on est quand même déjà dans une interaction un petit peu plus avancée que se dire bonjour. Faire un story mapping, si vous en avez animé quelques-uns, des fois ça part un peu en cacahuète. Les gens ils se prennent un peu la tête. Mais non, je te dis que c'est pas MVP. Mais bien sûr que c'est MVP. Bon, vous avez tous vécu ce genre de choses. Donc l'activité, on est déjà un peu plus engagé quand même en termes d'interaction avec l'autre. 5e degré de structuration du temps. Là, on n'est plus du tout sur un ROI positif. Et pourtant, on le fait tout le temps. Je peux vous assurer que tous aujourd'hui, vous l'avez fait au moins une fois, de jouer avec un de vos interlocuteurs. Ça a pu être rapide, on le fait tous. Ce sont des mécanismes, encore une fois, psychologiques. On parle de manipulation émotionnelle. L'objectif, c'est d'obtenir des sentiments désagréables. C'est paradoxal. Rassurez-vous, je vous ai fait un petit focus là-dessus parce que c'est un sujet assez passionnant. Et on le voit beaucoup dans le milieu professionnel. Pour ceux qui accompagnent des équipes, les jeux psychologiques, il y en a pléthore. Et enfin, dernière façon de structurer son temps, et c'est assez paradoxal parce que quand on arrive notamment dans des transfos agiles en tant que coach, nous on prône ce degré de structuration, on dit soyons dans la collaboration. Mais ce n'est pas le plus évident parce que ça demande en effet cette collaboration, ce moment du nous, le fait d'être ensemble de manière authentique, de ne plus être dans des démarches manipulatoires, de ne pas être non plus dans un retrait excessif. Cette collaboration, ce 6e degré de structuration du temps au sens analyse transactionnelle, c'est quelque chose qui demande. C'est-à-dire que vous vous mettez en risque. Là, si vous acceptez d'être authentique envers quelqu'un et qu'en face la personne ne l'est pas, là clairement ça va vous faire souffrir. On va revenir sur tout ça, rassurez-vous. La question maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on structure son temps comme ça? La première chose, je vous l'ai dit, c'est que l'être humain a horreur du vide, donc on occupe l'espace. La seconde chose, et je l'ai dit aussi dans le discours, mais on va y revenir, c'est d'obtenir des signes de reconnaissance. Donc vous vous souvenez de mon album Panini, là, coller mes petites étiquettes. À chaque fois que vous avez une interaction avec quelqu'un, vous allez valider des choses sur votre scénario. Plus vous allez progresser dans la structuration du temps, donc plus vous allez aller haut dans les degrés, plus vous allez jouer, c'est du poker, plus potentiellement vous allez obtenir des signes de reconnaissance positifs comme négatifs. Parfois, le paradoxe, c'est qu'on cherche des signes de reconnaissance négatifs. Donc voilà, on est des collectionneurs, notre petit scénario va continuer comme ça, chemin faisant, sa petite vie. Évidemment, les risques, c'est de souffrir, parce qu'on peut obtenir des signes de reconnaissance, en effet, qui font du mal sur des scénarios perdants, mais pas que. Et parfois, se voir refuser tout simplement des signes de reconnaissance. Je reprends cet exemple de la personne qui ne vous dit pas bonjour, mais vous pouvez imaginer à l'envi tout un tas d'exemples où le signe de reconnaissance vous est refusé. On passe au jeu psychologique, donc 5e degré de structuration du temps. On ne va pas jouer à World of Warcraft, même si j'adorerais. Alors, j'ai souhaité faire un focus là-dessus parce que c'est un sujet, encore une fois, qui va vous intéresser, je pense, pour tous ceux qui interagissent au quotidien avec d'autres, parce que c'est des choses qu'on fait quotidiennement. Je fais le parallèle avec le triangle de Kussmann. Donc, quand on accompagne des gens, on a coutume de dire que pour pouvoir permettre aux gens de développer pleine blinde, pleine puissance leur potentiel, nous, en tant que facilitateurs, il y a deux choses, il y a deux leviers. C'est leur donner la permission de faire en adulte
Oui, bien sûr, je te donne la permission, parce que déjà, je ne suis pas ton parent, mais toi aussi, donne-toi la permission d'oser, donne-toi la permission d'essayer, donne-toi la permission de faire. Mais en tant qu'accompagnateur, vous avez aussi un devoir de protection. Donc le facilitateur, le coach, le Scrum Master, l'ADM, il est là aussi pour protéger. Attends, ok, j'entends que tu as envie de prendre plus d'autonomie. Est-ce que là, c'est vraiment le bon moment? Pourquoi tu n'essaies pas plutôt là? Vous voyez, un peu comme un parent qui accompagne et qui protège. Le coach, il a vraiment ce triangle-là, permission-protection. Quand on parle de 5e degré de structuration du temps, on parle de jeu psychologique, d'accord? Et pour ceux qui sont un petit peu familiers d'analyse transactionnelle, vous avez peut-être entendu parler du fait que le jeu psychologique, on parle du triangle dramatique de Karpman. Dans le triangle dramatique de Karpman, ça veut dire que globalement, il y a 3 façons de se positionner. Et on a tous une petite porte d'entrée favorite pour jouer à des jeux psychologiques. Certains vont se positionner en tant que persécuteurs, d'autres vont préférer se positionner en tant que sauveur. En tant que coach, on est généralement très attiré par cette porte du sauveur. Et puis d'autres vont préférer être dans une posture plutôt de victime. Alors on va changer de rôle, et puis on va jouer tous avec une des 3 postures tout le temps, mais on a quand même une petite porte d'entrée de prédilection. Si vous avez bien suivi la première partie, vous allez voir qu'en fonction du positionnement, ça rappelle aussi des postures, des états du moi que vous allez actionner plus ou moins en fonction de votre histoire personnelle. Donc si chez vous, vous avez un état du moi parent-nourricier qui est très très à l'œuvre, vous allez avoir tendance à jouer avec les autres en rentrant par la porte d'entrée du sauveur. Si vous avez un état du moi qui est plutôt positionné sur un parent qui fixe des règles de manière assez normative, vous allez plutôt vous positionner sur la porte d'entrée du persécuteur. Et vous avez bien compris, si vous êtes plutôt sur un état du moi plutôt enfant, vous allez plutôt vous positionner sur une porte d'entrée qui va être de l'ordre de la victime. Okay ? À chaque fois, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. Le sauveur, son truc, à lui, c'est d'être surapprécié. La victime, elle veut être suraidée, parce qu'elle pense qu'elle n'est pas capable. On revient à ces insuffisances qu'on a vues au début. Et puis le persécuteur, il veut être surcraint. Et on reviendra aussi pourquoi. Il y a du bon, en fait, dans chaque rôle. On parle de drame, parce qu'à un moment, on va l'un et l'autre, quand on est dans une relation à deux, mais ça marche aussi en groupe, on va inconsciemment se mettre dans une posture. Donc moi, par exemple, je vais être inconsciemment me positionner sur une posture de persécuteur, et je vais scanner autour de moi. Et je vais finir par trouver quelqu'un qui va bien d'accord pour jouer avec moi en tant que victime. Ça peut être différents rôles, mais là, en l'occurrence, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, encore en Acteur Studio, c'est un positionnement donc de persécuteur avec des victimes. Et le drame au sens de Karpman arrive quand à un moment, alors qu'on était bien d'accord pour être dans ce délire de persécuteur-victime, l'une des 2 personnes, inconsciemment toujours, va changer de rôle. Confusion, et là, le fait qu'il y ait changement de rôle, la transaction va croiser. Alors aujourd'hui, encore exemple totalement sorti de mon esprit, je suis CEO. Vous voyez que ça n'est pas très plausible cette histoire. Et j'ai fait revenir donc un groupe de managers qui aujourd'hui va être représenté par Lorraine. Et on va jouer à un jeu psychologique très très connu qui s'appelle « Oui mais, pourquoi ne pas ?» Vous connaissez peut-être déjà cette histoire d'un point de vue personnel. Oh, j'aimerais trop aller au ciné avec mon mari, mais avec les enfants, votre collègue sympa. Bah, pourquoi tu ne demandes pas une babysitter? Ouais, mais non, mais j'ai plus d'argent. Bah, pourquoi? Vous connaissez cette histoire? Elle existe aussi dans le milieu professionnel. Je suis donc un vilain persécuteur, et en face, j'ai mes pauvres managers. Bon, les gars, vous êtes vraiment une grosse bande d'incompétents, parce qu'il y a un moment, je ne peux pas vous faire confiance. Encore une fois, vous n'avez pas tenu la deadline. C'est inadmissible. Ouais, mais en plus, c'est pas du tout notre faute, parce que tu sais, on a une quantité de réunions qui est incroyable et du coup, on n'a vraiment pas le temps de vraiment bosser, quoi. Les réunions, ça nous prend tout notre temps. Vous êtes sérieux? Mais pourquoi vous déléguez pas? Enfin, il y a un moment, je vous l'ai dit, déléguez à vos équipes, les gars. Mais on peut pas leur faire confiance aux équipes. C'est des bracasses, les mecs. On est obligé de passer derrière eux à chaque fois, de vérifier tout ce qu'ils font. On n'a pas le temps. Mais attends, mais dans ces cas-là, formez-les mieux. Pourquoi vous les formez pas mieux? Je vous ai donné toutes les billes, vous pouvez contacter le training, vous faites ce que vous voulez. Vous avez l'autonomie, vous me demandez de l'autonomie, t'es trop parent, machin, vous êtes autonome, faites-le. Non, mais alors là, par contre, tu vas pas nous la faire à l'envers. C'est toi qui as demandé à recruter monsieur machin là, à la tête de l'IT. Donc maintenant, tu t'en prends qu'à toi-même, quoi. Voilà, merci beaucoup. On espère un Golden Globe ou un truc du style, je vous le dis. Votez pour nous. Bon, vous voyez, dans cette interaction, à un moment, ça clash. C'est-à-dire que Lorraine, on était dans un bon délire, à mon sens. Je la persécutais pas mal, elle était d'accord. Puis à un moment, elle se rebelle. Pourquoi? Mécanisme inconscient, elle change en effet de posture. Elle passe, elle aussi, en persécuteur. Il y a 2 parents qui s'affrontent. Et là, encore une fois, soit c'est la fuite, soit c'est le gros clash.
Dans le cas que j'ai en tête, c'était en l'occurrence le gros clash. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour, encore une fois, valider des certitudes. Dans le cas du top manager, que j'incarnais, je pense, avec grand brio, ce que j'ai validé auprès de moi-même, c'est que je ne peux faire confiance à personne. Les gens sont des ingrats, ils finissent toujours par trahir, de toute façon, c'est une certitude. Du côté de Lorraine, qui représentait ses managers, eh bien, le chef est injuste. De toute façon, c'est clair, il faut toujours s'en méfier. Tu ne peux pas faire confiance à un supérieur hiérarchique, c'est connu. C'est bon, on a collé l'une et l'autre dans nos albums Panini. Le groupe de managers a collé dans son album cette certitude. Le groupe des top managers a collé dans son album à lui d'autres types de certitudes. OK ? Alors vous allez vous dire, là c'est hyper flippant, on va peut-être aller manger parce que finalement c'est quand même un peu angoissant ton histoire. Comment on fait par rapport à tout ça? Alors vous pouvez essayer des options, on parlait des options de sortie sur les fintechs ce matin. Ben là on va parler d'options positives pour essayer de s'en sortir. Elle vous en a montré un intéressant, Lorraine. La première chose, c'est de s'excuser, mais de s'excuser en adulte, c'est-à-dire ne pas se justifier, ne pas rentrer dans l'auto-justification. Mais en revanche, s'excuser en adulte, c'est reconnaître sa responsabilité. Oui, c'est un fait, je suis arrivée à 10 h ce matin. Maintenant, en adulte, je te propose dans l'ici et le maintenant des portes de sortie acceptables au regard des conséquences que ça pourrait avoir. S'excuser. Deuxième chose, donner de l'appréciation positive et donner de la sympathie. Si vous sentez que vous êtes dans un jeu psychologique, les communications sont compliquées, et vous vous dites « je ne sais pas quel rôle je suis en train de jouer, je dois en jouer un parce qu'en face, je sens que ça joue à un truc, mais je ne sais pas dans quelle posture se situe la personne », dans ces cas-là, vous savez quoi? Envoyez de l'amour, ça marche toujours, ce n'est pas une blague. Envoyez de la sympathie, envoyez de la reconnaissance, soyez positif. Ça ne peut que aider les choses, ok? Si vous arrivez à voir dans quelle posture est votre interlocuteur, ou si vous arrivez, vous, à vous dire « là, tiens, moi, je suis un peu sur cette posture-là », ça va vous donner une idée, puisque la transaction est complémentaire, de peut-être qu'est-ce que joue votre interlocuteur. Si vous vous dites « bon, là, je suis dans un trip de victime de l'espace », bon, bah, alors en face de moi, il n'y a que deux cas de figure. Hein. Soit j'ai un persécuteur, soit j'ai un sauveur. Voyons voir où ça se situe. Si vous avez un persécuteur, dans ces cas-là, envoyez-lui de l'empathie. C'est un peu biblique, hein, mon histoire. Hein. Il vous claque une joue, vous lui tendez l'autre. Ben oui, un petit peu. De l'empathie. Si vous êtes face à une victime, donnez-lui de l'autonomie. Tu es capable, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte et tu as la capacité de faire. Donnez-lui de l'autonomie. Et enfin, le sauveur, donnez-lui de l'amour de lui-même. La personne qui veut être surappréciée à l'envi auprès de la terre entière, c'est parce qu'en réalité, elle s'aime insuffisamment et qu'elle cherche de l'amour auprès de tout le monde parce qu'elle-même ne s'aime pas assez. Donc donnez-lui de l'amour, mais d'elle-même. Dites-lui, mais oui, self-esteem, tu vaux la peine. Et puis vous-même, si vous arrivez à repérer une posture dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous dire ces petits mantras. Sauveur, bah, parfois vaut mieux être intelligent que martyr. Ça marche pour les coachs hein, dans la salle là. Victime, demandez les choses plutôt que de quémander. Persécuteur, exprimez votre colère sainement. Et on n'ira pas sur le sujet des sentiments parasites aujourd'hui, mais si profondément ce qui vous anime c'est de la peur, vous pouvez aussi le dire. Vous n'êtes pas obligé de clasher la terre entière pour dire « je suis triste » ou « j'ai la trouille ». On n'est pas obligé de faire ce genre de choses. Bon, et puis, alors il y a une règle des 10%, je vous en fais grâce, mais retenez une chose, même si vous êtes pris dans un jeu psychologique, déjà des fois il y a des petits jeux hounais, ce n'est pas toujours des jeux psychologiques qui nous emmènent chez le psychiatre, donc dites-vous que de toute façon, il y a toujours de bonnes intentions dans chaque rôle, voilà, essayons de relativiser le débat. Il y a toujours aussi des vérités qui vont sortir de ces interactions, même quand on est dans le cadre de jeux psychologiques. Il y a des choses aussi totalement fausses, donc si vous considérez que c'est du bullshit, mettez-le de côté, c'est totalement OK. Et enfin, le côté un peu grégaire de l'histoire, c'est que relativiser. Il y a plein de gens qui auraient fait la même chose que vous, donc ne vous flagellez pas non plus de trop. Les jeux psychologiques, c'est monnaie courante entre les êtres humains. Yes, structuration du temps donne, on va pouvoir passer. Au groupe, la dynamique de groupe. Alors, toujours du 3 sur 5, hein, niveau de courage, niveau d'ouverture d'esprit. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes très très courageux, soit que vous vous êtes endormi. Dans les deux cas, je vous salue. Et on laisse tomber le temps, je pense qu'en termes de timing, on se lâche un petit peu, mais bon, vous êtes toujours là, donc c'est que vous êtes OK pour vous lâcher avec moi. On va parler de ça. Alors c'est là où ça va vous donner des billes hein, d'avoir compris cette histoire de structuration du temps. Et rassurez-vous, à la fin de cette troisième partie, vous aurez aussi ce slide avec le récapitulatif. On va regarder ensemble quelles sont les étapes
de maturation qui vont permettre à un groupe de passer de sa naissance à sa petite enfance, son adolescence et son âge adulte. Donc dans mon inconscient, l'adulte se matérialise par un attaché-caisse, ça doit vouloir dire des choses, jusqu'à la mort, puisque, aussi étrange que ça puisse paraître dans le discours, un groupe, il se réunit en ayant toujours une fin en tête, peut-être une fin lointaine, mais l'objectif d'un groupe, c'est un jour que ça se termine. On se réunit pour faire quelque chose. Ce quelque chose, il est matérialisé ici par une activité. J'ai pris la référence à Scrum étant agiliste, donc ça c'est l'activité. Et vous allez voir qu'à chaque étape en fait, de cette création de groupe, mais c'est la même chose quand quelqu'un arrive dans un groupe, eh bien la personne va passer par ces différentes étapes qui vont rappeler la structuration du temps. Alors la première chose, c'est, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout de suite au stade optimal, encore une fois, la collaboration de folie, tout se passe bien dans un groupe? Eh bien, c'est parce qu'il y a un mécanisme qu'on appelle un mécanisme d'ajustement. Alors, on parle d'imago, le nom fait un peu flipper, mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour ça. Dites-vous que c'est comme en fait une mise au point d'un objectif. Quand on essaye de faire la mise au point avec son appareil photo. Quand on arrive dans un groupe, il y a toujours une image qu'on se fait de ce groupe, et au moment où vous arrivez dans ce groupe, eh bien, finalement, l'image, elle ne correspond pas du tout à la réalité. Alors typiquement, j'ai pris l'exemple de mon cas personnel. Il y a 1 an et demi, quand je suis arrivée chez Xebia, je me disais, les mecs, c'est des tueurs, mais c'est hyper techno, et en plus, ils font vraiment blinde de safe. Donc là, c'est clair que moi, j'ai intérêt à m'ajuster parce que c'est blinde de safe, mais bon, j'avais envie de venir chez Xebia parce que c'était des tueurs à gages. Et je me suis dit, go, tant pis, mais ça va parler que de safe. Première image. Je suis arrivée dans le groupe, puis bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas que de safe. Première tension psychologique. C'est-à-dire que j'étais contente, paradoxalement, parce que je me suis dit, c'est génial, ils ne parlent pas que de safe, mais tension psychologique. Moi, je m'étais imaginé que les mecs, c'était des machines de guerre qui faisaient que du safe. Et en fait, ils me parlent de management 3.0. Dissonance. Le groupe s'en rend compte. C'est-à-dire que moi, je suis en dissonance, mais le groupe se rend compte aussi que l'image que j'ai dans ma tête ne correspond pas à la réalité et ne correspond pas à leur réalité. Et si je ne fais pas rapidement cette mise au point, alors l'ajustement se fait mal. Et on parle alors de sentiment d'appartenance. Je ne vais pas forcément être exclu du groupe, mais le sentiment d'appartenance va être beaucoup moins fort. Et donc, notre activité ensemble, en tant que groupe, va être beaucoup moins efficace. Donc, il y a finalement, entre guillemets, urgence, mais ça se fait de manière assez naturelle, pour que la personne, rapidement, au contact des autres, se rende compte de la réalité de ce groupe. C'est ce qu'on appelle le processus d'ajustement, et je vais vous en parler du coup. Ça passe par 4 étapes. Comment on ajuste sa focale pour arriver à une image juste du réel. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'imago provisoire. Alors l'imago provisoire spécial dédicace, ça me fait plaisir, mon manager est dans la salle parce qu'il y a sa photo qui tourne depuis 6 mois quand je fais cette conf, et à chaque fois les gens me disent « qui est cette personne ?» Et bien là, il se reconnaît, ça me fait très plaisir. La première étape, quand on arrive dans un groupe, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, il y a 40% de notre bande passante intellectuelle qui est consacrée à l'activité. Là, j'espère que Luc Le Gardeur n'est pas dans la salle, parce qu'il se dit, je l'ai payé à 40%, mais moi, je l'ai payé 100% de son salaire. Mais 40% de ma bande passante était dédiée à faire ce pourquoi j'avais été embauchée, mais en réalité, 60% de ma bande passante intellectuelle était préoccupée par une chose, c'était de savoir quelles sont les règles fondamentales au sein de ce nouveau groupe, en l'occurrence au sein de Xebia, quand je suis arrivée chez Xebia. C'était ma première priorité, c'est votre première priorité à tous, et à quiconque rentre dans un groupe, quelles sont les règles fondamentales? Première chose. Deuxième chose que j'ai recherchée et que tout le monde recherche quand il arrive dans un groupe, c'est qui est le leader et qu'est-ce qui est important pour lui. C'est crucial. S'il y en a plusieurs, pareil, on va chercher qui sont les leaders officiels, effectifs, les contre-leaders, on va chercher où est le leadership. Et ça prend énormément de temps au départ, mais c'est nécessaire. Et donc vous voyez les petites icônes que je vous ai remises au tout début. C'est normal qu'un individu qui arrive dans un groupe soit un peu dans le retrait, un petit peu sur son téléphone portable, et se contente de dire « bonjour ». On est en retrait, on observe, c'est la phase d'observation. Seconde phase. La seconde phase, on se lâche un petit peu, comme vous pouvez voir, les tisanes. Je vais y revenir, cette blague fait beaucoup rire, donc je vais la faire. La deuxième phase, c'est un moment qui n'est pas très agréable pour l'individu, parce que c'est le moment où je vais vérifier l'image que j'ai de moi-même au sein de ce groupe et l'image que les autres me renvoient qu'ils ont de moi au sein de ce groupe. Vous m'avez suivi là dans l'Inception? C'est un peu égotique comme délire, hein, mais c'est comment moi je me vois dans ce groupe et est-ce que les autres, comment ils me voient les autres? Et ça vous occupe, ça vous occupe beaucoup, ça vous occupe 40% quand même de votre bande passante, mais vous taffez quand même 20% de plus. Donc là, Luc, si tu es dans la salle, c'est mieux déjà. Donc l'image que j'ai de moi,
c'est aussi le moment où je vais faire mon casting, c'est-à-dire que je vais me chercher des alliés dans la place, et vous allez voir pourquoi par la suite. Donc là, j'ai trouvé des bons alliés, là, des gens avec qui je me suis dit, ah, on s'entend bien, c'est pas les seuls. Je suis désolée pour tous les gens que j'ai pas pu mettre sur les photos. Et puis, truc très marrant aussi, vous allez chercher les règles tacites, parce que les règles fondamentales, c'est bon, empower people, people first, tout ça, ok, pas de problème. Mais il y a des règles tacites, il y en avait chez Xebia. Il y en avait notamment une. Je voyais passer le mail, là, il y avait marqué X tisane. Je disais, tiens, c'est marrant, en plus c'était une fille qui envoyait le truc, pour aller boire des X tisanes. Moi, les tisanes, je vous avoue, c'était pas trop mon délire. Et puis un jour, je faisais une formation avec ce gars-là, et puis il me dit, tu vas ce soir à la X tisane? Je lui dis, oh, moi, les tisanes détox, c'est pas trop mon truc. Il me regarde comme ça, un peu interdit, il me dit, mais c'est pas des tisanes, c'est des bières. J'ai dit, mais vous mettez X tisane? Ben oui, c'est pour le juridique, mais bien sûr qu'on va boire des bières, faut que tu viennes. Ok, eh ben ouais, règle tacite, on ne met pas déjà X bières dans le mail. Et deuxième truc, on va boire des bières avec ses collègues. Bah ouais, c'est ça aussi les règles tacites, le team building. Un esprit un peu familial chez Xebia, donc ça faisait partie des règles tacites. Ça concourt à la culture d'une entreprise, le people first, etc. Ça se base pas que sur les bières, mais aussi là-dessus. Avant, j'avais mis une photo d'un Mac aussi. Ça aussi, c'est des règles tacites chez Xebia. J'ai demandé à un ordinateur, on m'a dit, t'auras un Mac. J'ai bien senti qu'on était sur une règle tacite, donc j'ai pas trop gratté. Deuxième étape, donc, on adapte un petit peu, on est en phase d'ajustement. Le réglage commence à être un petit peu moins flou. Troisième étape, et là tout le monde est en PLS. Mon Dieu, des jeux psychologiques, oui. Mais dans le cas de la formation d'un groupe, ou quand une personne rentre dans un groupe, c'est nécessaire, c'est sain qu'il y ait des jeux psychologiques. Comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simplement le fait que l'individu va vérifier quelle place il tient dans l'imaginaire du leader. Et donc, c'est le moment où il va enquiquiner clairement le leader. Donc, il va jouer à des jeux psychologiques avec lui. Il va l'enquiquiner à longueur de temps pour voir tout simplement si ce leader, ce chef, tient la route. On va tester les limites du groupe. Est-ce que ce groupe est solide? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce que ses frontières? On n'ira pas plus loin aujourd'hui, mais est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il est solide? Et pour ça, d'où l'intérêt d'avoir pris des cafés avant, vous allez vous chercher des potes, parce que vous les avez trouvés au moment des X-tisanes. Donc, il y a des gens qui vont être tout à fait enclins à venir avec vous pour agiter la frontière, tac, et venir voir si, éventuellement, le groupe tient la route. Si le groupe tient la route, alors vous allez pouvoir vous sentir apaisé, vous allez pouvoir arrêter de jouer à des jeux psychologiques. Donc moi, prosaïquement, dans les premiers temps, ça consistait à surdoser mon manager à chaque fois que je le voyais en lui disant « Je te préviens, moi, safe, jamais de la vie. De toute façon, je ne passe même pas à la certification, ça ne m'intéresse pas. » Il restait stoïque, calme, en disant « Il n'y a pas de problème, Anne-Sophie, si tu ne veux pas faire de safe, tu ne fais pas de safe, on a plein de missions. » Une fois, 2 fois, 20 fois, c'est long, je vous avoue, je pense qu'il a dû souffrir, mais il est resté cohérent, il est resté solide. Au bout d'un moment, moi aussi, ça m'a rassuré, j'ai arrêté de jouer. Heureusement pour Luc Le Gardeur, ce n'était que 25% de mon énergie qui était consacrée à enquiquiner mon manager, 75% de mon activité cérébrale était dédiée à ma mission, donc ça commence à remonter. On est à la 3e phase, on est à l'adolescence du groupe. Et enfin, on arrive à la phase adulte du groupe, donc le groupe qui se forme ex nihilo, ou la personne qui arrive. Eh bien, la dernière phase, en effet, là, on a 90% du temps qui va être consacré à l'activité et seulement 10% qui va être consacré à d'autres petites choses. Toujours aller boire des cafés, toujours faire des petits jeux comme ça, vite fait. Mais vraiment, on est à la marge, on est vraiment dans l'activité. Et c'est ce que nous, on recherche tous en tant qu'agilistes, c'est ce moment où on va renoncer aux inclinaisons personnelles, on va être vraiment dans une notion de groupe, on va être dans la collaboration, ça va être un esprit de corps, on va raisonner comme une équipe et non plus comme des individus seuls, isolés. Mais comme vous vous rendez compte, ce processus d'adaptation, ce processus d'ajustement, il prend du temps. Et donc demander à des équipes, notamment quand on est dans des transformations agiles, whatever, d'être tout de suite à ce stade-là, c'est illusoire et ça peut même être dangereux parce qu'il faut faire cette mise au point. OK? Slide promise, slide due. Donc, petit rappel, au tout début, naissance du groupe, on est dans plutôt des structurations du temps de l'ordre du « Bonjour, je suis sur mon téléphone, je suis dans la phase d'observation, je participe de loin ». Deuxième phase, entrée discrète dans le groupe, insertion au sein du groupe, je vais boire des cafés, des tisanes et des bières. Troisième étape, je teste le leadership, je suis dans l'engagement, je veux vraiment être dans ce groupe, mais pour être sûr de vouloir y être pour de bon et de vouloir y rester, je vérifie qu'il y a un pilote dans l'avion. Et enfin, une fois que j'ai validé ça, alors seulement on peut passer à la phase de collaboration qui corrobore avec le réel sentiment d'appartenance.
Ça, c'est le cas de figure génial de la création d'un groupe ou de quelqu'un qui arrive dans un groupe. Mais il peut arriver que les choses n'aillent pas aussi bien que cet état un petit peu idéal sur lequel on espère tous. Et c'est donc la 4e étape quand ça part en cacahuète. Quand ça part en cacahuète, on remonte en termes de niveau de courage parce que c'est la fin de la presse et vous êtes fatigué, ça fait beaucoup d'infos. Accrochez-vous, c'est la dernière partie. Ouverture d'esprit, si vous êtes toujours là, c'est du 4 sur 5. On est toujours ISO en termes de perchage. Et temps estimé, je ne le regarde même plus. Alors on enchaîne, dernière partie, on la doit donc à Gilles Pellerin, qui est un analyste transactionnel, c'est son boulot en entreprise, c'est un coach. Et lui, il a constaté une chose, tirée de son expérience personnelle, c'est qu'un groupe qui commence à dysfonctionner, vous allez avoir un processus inversé, qui va ressembler, grosso modo, à ça. Alors que vous étiez arrivé à une apogée, où vous étiez hyper content, à un moment, pour X raisons, et je vais vous expliquer très rapidement les X raisons, vous allez avoir une explosion du système avec une activité qui va du coup se faire sans confiance, mais toujours une activité. Et puis petit à petit, si on n'y prend pas garde, le truc va descendre, descendre, descendre. Là où c'est intéressant pour vous, c'est de voir le moment potentiellement où vous êtes pour éviter d'aller encore plus bas, ou si malheureusement vous avez de manière un peu systémique différentes routes causes, de pouvoir éventuellement agir sur le fondement de ce qui les crée. Alors la première chose qui se passe, c'est une activité certes qui est toujours là, mais vous n'avez plus la confiance. À quoi vous allez pouvoir l'observer au quotidien? Eh bien vous allez pouvoir l'observer donc par de l'individualisme, du travail sans vision, une croyance exagérée dans l'organisation. Non, mais t'inquiète, nous on est dans tel groupe, ça va gérer, ça va gérer. Interface extérieure négligée, ça veut dire que grosso modo, on se recentre sur soi, les frontières extérieures n'existent plus, on est dans le repli sur soi-même. Du coup, on ne se soucie plus de ce qui vient potentiellement en interaction avec notre équipe, cette équipe renfermée sur elle-même qui n'a plus conscience de l'écosystème dans lequel elle est, par exemple. Pourquoi ça arrive? Ça arrive, il y a plein de raisons, mais les deux plus importantes, manque d'information des membres sur l'activité globale et ou la hiérarchie qui ne communique pas avec transparence. Si vous avez ces deux cas-là, vraisemblablement, vous allez concourir assez rapidement à certes une activité, mais sans confiance. Et c'est le premier point qui peut vous emmener beaucoup plus bas. Vous n'avez pas réussi à arrêter le processus, on passe maintenant à la deuxième étape de dysfonctionnement. On revient à l'étape des jeux psychologiques, sauf que là, ce n'est plus des jeux sains qui permettent de structurer un groupe, c'est des jeux qui le détruisent. C'est des jeux qui sont d'ailleurs un peu plus forts en termes d'impact émotionnel. On va jusqu'à des conflits, on dénigre le management, on refuse sa responsabilité et si possible, la combo marchant assez bien, on la met sur les autres. L'exagération, de toute façon, Scrum, ça va être le bordel, on va tous mourir. Une exagération dans tout, tout est grave. On a installé Slack, la sécurité a dit non, c'est hyper grave, tout est grave. Du sabotage, des gens qui faisaient très très bien des choses, qui du jour au lendemain se mettent à faire des erreurs, on ne comprend pas pourquoi en fait. Et une délégation excessive, des gens qui faisaient bien leur taf et puis qui, bobo, toi qu'à le faire, non mais toi qu'à le faire, le compte rendu, vas-y fais-le. Ok, des maladresses inhabituelles qui corroborent avec du sabotage, en fonction du degré où vous vous situez. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça va intéresser les gens qui font des transfos agiles. Typiquement, je voulais une transformation agile, puis je la voulais pour hier. Donc au regard de ce phénomène d'ajustement dont je vous parlais, on ne laisse pas le temps aux gens de s'ajuster. Et donc, potentiellement, si vous ne leur laissez pas le temps de passer par les étapes que je vous ai décrites précédemment, vous risquez d'arriver à des jeux psychologiques de cet ordre. Ça peut arriver aussi, en l'occurrence, qu'au regard de ce contexte un peu flou, vous ayez des gens qui tout simplement essayent de se positionner d'un point de vue de carrière, qui se disent, vu que c'est un peu flou, c'est le moment de mettre un petit peu d'huile sur le feu pour éventuellement jouer ma place. Ça arrive et c'est le terreau fertile aussi pour que ça arrive. Et puis des gens qui lâchent la rampe, pour d'autres raisons, qui se disent, bon bah tiens, c'est le moment de lâcher un peu, puisque c'est le boxon partout, c'est le moment d'en faire le moins possible. Donc pourquoi ça arrive? Toutes ces choses-là peuvent arriver, mais en l'occurrence, la transfo qui se fait trop vite, trop rapidement, de manière trop abrupte, des chefs de projet à qui on dit demain matin t'es Scrum Master, ça vous avez la combo parfaite pour que vous assistiez à des échanges de type jeu manipulatoire qui peuvent vous emmener encore plus loin. Alors c'est encore plus loin, c'est quoi? Là, vous n'avez pas forcément réussi à arrêter le processus, ou parfois, si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir plusieurs processus en même temps. Le passe-temps excessif, donc les gens ne sont plus focalisés sur leur activité de travail, mais sont dans le passe-temps. Beaucoup de machines à café, beaucoup de pia-pia, beaucoup de rumeurs, beaucoup de chit-chat. Vous allez le voir comment? Des répartitions par affinité.
ou des discussions, ou d'ailleurs des discussions sans lien avec cette activité. Pourquoi ça arrive? Là, vous pouvez regarder de ce côté-là, au niveau de l'organisation. Vous avez grosso modo à regarder au niveau des fondements de l'organisation. Est-ce que dans votre contexte, vous n'avez pas eu un changement de métier inopportun? Est-ce que les règles sont claires? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que tout le monde les partage? Est-ce qu'elles sont adaptées à votre contexte? Ça, c'est d'un point de vue fondement de l'organisation. D'un point de vue structurel, la structure de l'organisation et ses rôles, est-ce que l'organigramme il est clair? Est-ce que chacun a un périmètre clair, un mandat précis, des rôles, des responsabilités qui sont définis et clairs pour tout le monde? Est-ce que l'implantation géographique correspond à la réalité quotidienne des gens? On doit travailler ensemble au quotidien, mais les mecs qui sont en Inde, ce genre de choses, ça peut vous amener malheureusement, si c'est laissé de côté, à des passe-temps excessifs. Et enfin, problème au niveau de la culture du groupe. Certaines fonctions sont privilégiées plutôt que d'autres. Pourquoi? On ne sait pas. Les mecs du market, c'est des stars. Alors que ils font bien leur taf, mais nous aussi on fait bien le taf. Pourquoi? Je ne parle pas de chez Xebia, c'est un exemple. Non, pour de vrai. Pour une fois, ce n'est pas de l'ironie. L'appel du leader à des experts, ça va intéresser tous les consultants ici. Hein. Quand on fait appel à des experts qui ont des compétences que les internes n'ont pas, attention, parce que les gens peuvent se trouver extrêmement mis en défaut. On leur apprend la vie, on leur apprend tout un tas de choses. Il faut être très précautionneux dans la manière dont on accompagne les gens, parce que sinon, vous pouvez atteindre, sans le vouloir, la culture du groupe. Donc c'est important d'en avoir au moins conscience. Et enfin, si malheureusement tout a échoué, ou que vous avez la chance d'avoir un problème sur l'orga et un problème au niveau des rituels excessifs, etc., vous pouvez assister à, en effet, mise en retrait de vos collaborateurs, rituel excessif qui va s'exprimer par de la passivité dans le cadre de l'activité, par un absentéisme, par du turnover ou par un respect des règles, mais même quand on n'est plus dans le contexte. On suit le truc, on ne se soucie pas de savoir le pourquoi, juste on fait le truc. Et là, pourquoi ça arrive? Si ça arrive dans votre contexte, intéressez-vous à savoir s'il n'y a pas un problème au niveau du leadership. Est-ce que le rôle du leader est OK? Est-ce que vous n'avez pas un mec qui est extrêmement despotique aux commandes? Est-ce que déjà ce gars est connu physiquement? Et est-ce que quand il y a un problème et qu'il est en capacité de pouvoir résoudre ce problème, il le fait? Si la réponse est non, là potentiellement vous avez un problème au niveau du rôle du leader qui peut du coup donner les conséquences de retrait, de turnover, d'absentéisme, etc. En termes de valeur du leader versus les valeurs du groupe. Si le groupe ne partage pas les valeurs du leader parce qu'il y a eu un changement de leadership et que du coup le groupe partage encore les valeurs du leader précédent, là aussi ça peut faire imploser votre système. Et enfin, en termes de fonctionnement, un leader qui devait être là en principe, le bon leadership, faciliter les choses, et qui devient plutôt une pompe à énergie, exemple classique de « tu me feras le reporting pour demain, c'est extrêmement important », ça prend beaucoup d'énergie. Je ne dis pas que tous les reportings sont inutiles, mais je force un peu le trait. Quelqu'un qui passe en posture de pompe à énergie, réunion, reporting, plutôt que de facilité, ça aussi, ça peut provoquer ce qu'on a vu précédemment, donc de l'absentéisme, etc., du turnover, qui sont donc des cas de structuration du temps dans le retrait et le rituel. Globalement, ça donne ça, en condensé, un groupe allait bien, et puis à un moment, activité sans confiance, c'est ce qu'on vient de se dire, prêtez attention, si le processus d'ajustement n'a pas pu se faire correctement, notamment à l'aune d'une transformation agile ou autre, vous risquez d'assister à des jeux psychologiques. Si vous avez un problème au niveau des fondamentaux de l'organisation, regardez autour de vous les collaborateurs, si on n'est pas beaucoup dans du passe-temps, au sens analyse transactionnelle du terme, je ne dis pas de plus aller prendre de café. Et enfin, si vous voyez de l'absentéisme, du turnover, regardez du côté du leadership. Si vous avez tout ça, regardez tout ça. Parce que parfois, malheureusement, on peut avoir toutes ces routes causes-là en même temps. On fait une transfo agile qui impacte sur l'organisation et qui remet en cause le leadership. Et là, bon courage à tous. I clap for you. Bientôt terminé, rassurez-vous, le déjeuner arrive. Il me reste donc à vous proposer, pour ceux que ça aura intéressé, de vous tourner vers ces ouvrages-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, j'espère que vous avez souri au moins une fois, que je vous ai fait rire, que j'ai allumé chez vous des lanternes, que vous allez avoir envie de vous intéresser à ce sujet. Mais j'aimerais insister sur un point important. Moi, personnellement, je me forme sur mon temps personnel, je me paye mes formations. C'est quelque chose qui me tient à cœur. On n'est pas des apprentis sorciers. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner quelques petites clés, mais ne l'appliquez pas dès demain. Si ça vous intéresse, déjà commencez par lire ces bouquins qui sont très bien. Je vous recommande d'ailleurs grandement pour commencer simplement celui-là, qui est très accessible et qui est très bien. Si ensuite vous êtes à fond dans le délire comme moi, je vous conseille
celui-ci, qui est une très bonne porte d'entrée et qui vous permettra de comprendre l'analyse transactionnelle à l'échelle. Ça, c'est l'analyse transactionnelle à l'échelle d'un individu, ça, c'est à l'échelle d'un groupe. Donc, le point, c'est 1, 2 ou sinon celui-là. Donc, ne faites pas les apprentis sorciers avec cette techno, parce que c'en est une, mais j'espère vraiment que ça vous aura intéressé. Et j'ai fini ma slide en ne laissant pas du coup mes contacts. Donc, je vous remercie beaucoup pour les signes de reconnaissance et votre attention.